Bonjour, la commission d'études détaillées du projet de loi 69 réformant le secteur de l'énergie se continue cette semaine. Se continuera-t-elle à l'automne? C'est ça la question. Le gouvernement de la CAQ est en train de jouer à la roulette avec notre avenir énergétique et économique et ça sent le bâillon de toutes les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant. Et le gouvernement a réussi un tour de force. Il a fait l'unanimité contre ce projet de loi et contre ses amendements. L'industrie, les PME, les groupes environnementaux, la société civile, tout le monde est contre. Alors, on espère que le gouvernement va entendre raison et ne bâillonnera pas l'Assemblée nationale et qu'il va retirer le projet de loi 69. Merci, Pascal. Je vais vous parler ce matin d'immigration parce qu'il y a des nouveaux chiffres qui devraient nous amener à se pencher là-dessus davantage que sur l'imagination de Mark Carney et des premiers ministres des provinces sur des projets économiques. Et je vous explique pourquoi. On est rendu au Québec seulement pour les 4 premiers mois de l'année à 14 000 demandeurs d'asile. Et ça, c'est une des catégories en immigration. Mais ça veut dire que pendant que le gouvernement prépare un document où est-ce qu'on va nous dire que les seuils sont maintenant à 30 000, 35 000, 40 000, dans les faits, on continue à accueillir nettement plus de personnes et on n'a aucun contrôle là-dessus. La CAQ a littéralement perdu le contrôle sur le nombre de personnes qu'on accueille au Québec. Peu importe ce qu'il dit par après, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, juste pour vous donner une impression, là, au mois d'avril, on parle de 2875 entrées à la colle. C'était 654 l'année dernière. On est pas mal, donc, dans des chiffres qui ressemblent à l'époque de Roxham. Donc, on est vraiment dans un délire idéologique et la CAQ choisit de se fermer les yeux. Donc, je vous parle de ça parce qu'on a un François Legault tout sourire hier. Il se rend à sa première rencontre avec Mark Carney et moi, je lui avais demandé, allez-vous demander les pleins pouvoirs en immigration? C'est une question de survie de la nation, de louisianisation. Allez-vous le faire? Moi, je n'ai pas entendu parler de ce sujet-là. J'ai entendu parler seulement d'économie. Or, qu'en est-il de l'économie du Canada depuis 10 ans? Ça, c'est le tableau de la croissance économique per capita du Canada de 2015 à 2024. Vous avez de la misère à le voir dans le fond, là, mais la croissance économique du Canada, là, elle est ici. Elle est minuscule. Et ce matin, notamment le National Post, mais d'autres médias, rapportent le rapport de l'OCDE, qui est très clair. La croissance économique du Canada dans les 10 dernières années est minuscule en raison d'un choc démographique. Ce qu'on appelle dans notre document sur l'immigration, on vous a donné plusieurs études qui parlent d'un piège démographique, c'est-à-dire que si on impose une hausse de l'immigration trop forte, trop soudaine, ça crée une crise du logement, ça crée beaucoup de ressources en adaptation et ultimement, donc, ça crée une stagnation de la création de richesses. Donc, de voir, puis vous avez vu mes tableaux des dernières fois, là, donc on a connu une hausse incroyable du prix du logement. Pourquoi? Parce que la population du Canada explose par rapport à n'importe quel autre pays de l'OCDE. Et je vous parle de ça donc parce qu'on doit constater que, d'une part, ce sont des discussions très, très hypothétiques avec lesquelles j'ai aucun problème. Là, parler d'économie, c'est correct, mais passer à côté du principal sujet, du principal aspect problématique de l'économie canadienne depuis 10 ans, selon le rapport de l'OCDE, et omettre son engagement comme premier ministre de demander les pleins pouvoirs en immigration parce que François Legault sait ce qu'il va lui arriver, c'est-à-dire un autre refus, je trouve ça irresponsable. Donc, j'aimerais rappeler à nouveau que le sabotage de notre modèle d'immigration qui fonctionnait, c'est un sabotage qui vient du fédéral. J'aimerais rappeler que jamais on n'aura vu un premier ministre perdre le contrôle sur l'immigration que François Legault. Et j'aimerais rappeler que pour tous les Québécois, incluant les Québécois issus de l'immigration, personne n'a intérêt à être dans un modèle où la crise du logement s'exacerbe, continue à croître, où on n'est plus capable de livrer les services et où le français recule de manière spectaculaire, comme vous pouvez le voir à nouveau avec les plaintes à l'Office québécois de la langue française. Donc, personne n'a intérêt à ça. Et on ne peut pas accueillir des centaines de milliers. Il y aurait peut-être des millions de personnes qui veulent venir au Québec du jour au lendemain et qui ont des bonnes raisons. Mais il y a un moment donné, il va falloir se pencher sur un modèle durable en fonction de notre capacité d'accueil parce que tout ça ne fonctionne pas. Et je pense que malheureusement, François Legault joue à l'autruche. Joue à l'autruche ou c'est fait en miroir hypnotisé par M. Carney?
Non, non, je pense que je lui ai rappelé assez souvent ses engagements de baisser l'immigration, les seuils d'immigration, alors qu'on a une explosion du nombre de personnes sur le territoire. Vous connaissez les chiffres, là, on est passé de 100 000 temporaires environ à plus de 600 000. Moi, je ne serais pas surpris qu'on approche des 700 000 lors de la prochaine récension. Il le sait très bien, mais il connaît la réponse. Et pour changer le sujet ou faire semblant que ça n'a pas lieu, il nous parle d'économie, mais l'essentiel de l'économie canadienne, ce que le CDE nous dit, c'est que le modèle migratoire est contre-productif et insoutenable sur le plan économique, comme sur le plan social en raison du logement. Donc, on joue à l'autruche. Tout le monde joue à l'autruche, puis on nous vend des bonnes nouvelles, alors que ce régime fédéral ne respecte pas la volonté démocratique des Québécois, ne respecte pas notre capacité d'accueil et est responsable de la pire crise du logement de manière délibérée parce que leurs fonctionnaires avaient averti Justin Trudeau que ce qu'ils étaient en train de faire allait créer une crise du logement majeure. Ils ont procédé quand même. Et Mark Carney va continuer. À date, là, on ne voit pas de changement à ce niveau-là. Vous en êtes où dans vos négociations avec la FTQ? Madame Picard a dit la semaine dernière que, en fait, vous étiez peut-être en train même de marchander le fait d'enlever la loi 89 qui a été adoptée en échange d'un appui de la FTQ. Vous en êtes où là-dedans? D'abord, c'est quoi ces négociations-là? Est erronée. Mais c'est elle qui l'a dit. Non, elle n'a pas dit, j'ai écouté l'entrevue. Est-ce que vous êtes sérieusement en train d'affirmer que Magali Picard a dit à Cogeco qu'elle marchandait l'appui... Laissez entendre. Elle dit, vous poserez la question au Parti québécois, ce qu'il pense du... Puis là, elle a parlé de négociations avec vous. C'est pas acceptable. OK, bien c'est quoi d'abord les négociations? Puis je vais vous inviter à réécouter l'entrevue parce que c'est une question de rigueur factuelle. Elle a dit... votre affirmation est erronée. Votre affirmation est nettement erronée. J'interprète, tout le monde a interprété de la même façon. C'est une affirmation qui est manifestement erronée à la lumière de cette entrevue-là. C'est quoi les négociations? Elle dit, je parle à tous les partis pour voir ce qui peut être fait pour le 89. Nous avons déjà dit qu'on allait voter contre et qu'on était en désaccord. Il n'y a jamais eu, puis il n'y aura jamais de marchandage des positions du Parti québécois vis-à-vis un quelconque groupe en échange d'appui. Puis jamais elle ne ferait ça aussi. Elle connaît trop bien son travail, puis jamais vraiment... je peux imaginer qu'elle ferait cette erreur-là. Maintenant, on pense que le projet 89 est un projet qui est voué à l'échec, à l'invalidation par les tribunaux, et sert même pas les objectifs qu'on nous vend. C'est un autre truc caquiste pour essayer de s'accrocher à quelque chose dans les sondages qui a été bâclé, fait sur un coin de table, et donc on va tout refaire le travail. J'ai fait des déclarations en ce sens-là. Le gouvernement du Parti québécois, soyons clairs, un gouvernement du Parti québécois va retirer ce projet de loi-là? Va le retirer et le réécrire. Et en ce moment, je n'ai pas fait ces travaux-là. Là. Et va le réécrire comment pour faire quoi exactement? On va faire les étapes une par une, notamment consulter tous les parties prenantes, ce qui n'a pas été le cas. C'est un projet de loi qui s'est fait, là, qui est sorti un peu du champ gauche. Est-ce que vous auriez les mêmes objectifs que M. Boulay? Bien, c'est-à-dire que oui, si on peut faciliter et rendre plus efficace la résolution de conflits de travail, oui, on va se pencher. C'est juste qu'en ce moment, c'est presque certain, en tout cas tous les experts, et Pascal peut en parler, sont venus dire que ça va être invalidé. Donc, c'est vraiment, on essaie de s'accrocher à une confrontation syndicat-gouvernement, à des fins, à mon avis, électoralistes, mais le projet de loi lui-même ne vaut rien en termes d'amélioration des relations de travail. Est-ce qu'on peut donc convoquer tout le monde, faire le travail correctement, puis travailler à une amélioration potentielle? Certainement. Je pense que tous les partis sont prêts à faire ça. Mais jamais, jamais, il y a eu une quelconque discussion autre que simplement la FTQ qui fait son travail en disant « Est-ce qu'on peut savoir votre position sur le 89? » Et notre position a toujours été très claire sur le fait que c'est du travail bâclé et c'est du caquisme. Est-ce que donc votre position plaît à la FTQ quand même? Oui, mais c'est pas... Il n'y a aucune... Premièrement, en général, les syndicats ne disent pas à leurs membres comment voter, puis les gens font ce qu'ils veulent. Et les positions du Parti québécois peuvent plaire ou déplaire à un groupe comme les syndicats ou à d'autres groupes. Nous, on fait notre évaluation, puis Pascal peut parler de notre processus. On fait notre évaluation, puis si c'est tout croche dans tous les cas. Allez-vous solliciter l'appui de la FTQ lors des prochaines élections, comme dans le temps, là, on se souvient, Henri Massé appuyait le Parti québécois? On n'a aucune démarche en ce sens-là, ni intention, dans le sens que nous... qu'ils appuient le Parti québécois? On ne sollicitera pas d'appui, on sollicite l'appui de chaque électeur en disant quelque chose de bien bâti puis de réfléchi. Mais l'idée là, qu'en 2026, l'an prochain, des groupes puissent dire aux gens comment voter,
On n'est plus là aujourd'hui. Les gens se font leur propre idée. Moi, ce qui m'intéresse... Les syndicats ont déjà eu un poids assez important au Parti québécois. Oui. On se souvient tous du SPQ Libre, là. C'était des gens qui poussaient pour la souveraineté, etc. Est-ce que vous craignez le retour en force, par exemple, de partis un peu de ce type-là qui sont plus revendicateurs? Bien, fut une époque, en effet, où il y avait le SPQ Libre, puis des groupes de pression de cette nature-là. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est le PQ Libre. On est une petite équipe libre de notre jugement le meilleur sur chaque événement, sur chaque projet de loi. Il n'y a pas plus libre dans la prise de position que le Parti québécois. On répond de personne. Personne. Pour le... À part mes membres, en passant. À part mes membres qui ont donné 10 piastres, eux, je réponds d'eux autres. Mais tout le reste, on n'est plus à l'époque de bâtir des positions en fonction d'une tactique, d'un groupe qui t'appuie. Les gens ne veulent pas se faire dire comment voter. Posez la question à Denis Coderre et Éric Duhem si les gens d'Arthabasca aiment ça, se faire dire comment voter. On n'est plus là. Vous avez quand même des accointances avec les syndicats. Bien, c'est-à-dire qu'on est naturellement à la défense des travailleurs si on juge qu'une iniquité est en train de se développer. On l'a toujours été. Mais vous avez quand même... Mais ça ne veut pas dire qu'une position d'un syndicat qu'on jugerait exagérée ou erronée va nous empêcher d'agir, et ils le savent. On est très, très libre. Vos positions récentes, comme pour réduire le nombre de fonctionnaires de l'État, est-ce que ça entre un petit peu en contradiction avec ce que... C'est un très bon exemple. Moi, de mon avis, il y a trop de bureaucratie, puis il va falloir revoir ça. Ça a amené un des syndicats à dire que René Lévesque survivrait dans sa tombe. Est-ce que ça change ma position? Aucunement. Vous regarderez les syndicats, certains d'entre eux sur l'immigration, eux ne voient pas autre chose que toujours une hausse sans cesse des seuils d'immigration. Ils n'ont pas du tout... Donc, nous, on essaie de servir l'intérêt du Québec au meilleur de nos capacités intellectuelles. Et on va avoir des fois des accords ou des désaccords avec certains groupes, mais c'est l'intérêt public qui nous intéresse. Et contrairement à la CAQ, on considère que les syndicats sont des acteurs légitimes et importants quand on procède sur un sujet de droit du travail. Et la CAQ a simplement ignoré plusieurs groupes pour arriver avec une bébelle qui, à mon avis, à nouveau, je m'excuse, c'est toujours le même mot en anglais, wedge, mais c'est encore une stratégie de clivage à des fins électoralistes de la CAQ. Ça sert à pas grand-chose sur le plan Si j'ai bien compris, vous avez un préjugé favorable aux travailleurs, comme toujours le disait René Lévesque. J'ai toujours dit ça. Parce que, ultimement, le bien commun, c'est de s'intéresser à la santé et à la sécurité de notre monde, puis le monde y travaille. Donc, évidemment. Sur la réforme du régime forestier, justement, là, vous nous parlez des positions du Parti québécois. Est-ce que le Parti québécois s'est développé une position dans les dernières semaines sur la réforme du régime forestier? C'est intéressant que vous fassiez cette question-ci à ce moment-ci parce que c'est un autre exemple d'un projet de loi qui manifestement était très mal préparé. Personne n'a été consulté. Et aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit sur le projet de loi relatif à l'énergie, consensus contre ce qui est en train de se passer. Tout le monde, des groupes environnementaux jusqu'à l'industrie, réforme du régime forestier, même chose. Les Premières Nations, les PME, les groupes concernés, le monde municipal, tout le monde vient dire « Bien, on n'a pas demandé ça, puis d'où est-ce que ça sort? » Alors, on va continuer à écouter les gens qui viennent en consultation particulière, mais jusqu'à maintenant, la tendance se dessine que c'est un projet de loi mal préparé, mal planifié, où il n'y a pas eu un travail de rigueur. Et pour l'instant, en tout cas, on en est là. Le processus se continue. Vous allez voter contre, mais ça semble s'enligner vers ça. Bien, écoutez, là, les chances qu'on vote en faveur sont à peu près inexistantes dans l'état actuel des choses. Là, puis c'est ce qui se dessine. Puis je vais faire le lien là, avec le projet de loi 89 dont on vient de parler, là, parce que c'est moi qui est en commission parlementaire. Et là, il y a une chose qui est très importante à dire, c'est que c'est encore une fois un projet de loi qui touche des aspects fondamentaux des relations de travail, pas préparés, pas de consultation. Paul Saint-Pierre Plamondon vient de le dire. Mais excluer les représentants des employeurs et les représentants du monde des travailleurs, tous les experts indépendants, tous, sans exception, qui sont venus en commission parlementaire, nous ont dit « Ce projet de loi est un danger pour les relations de travail. » Spécialistes en relations industrielles, spécialistes en relations de travail, spécialistes en droit du travail. Tout le monde nous a dit on se dirige vers 15 ans de litige devant les tribunaux. Ça n'aidera pas, c'est probablement inconstitutionnel. Donc, faire du travail de rigueur, c'est écouter ces gens-là puis dire « Mais monsieur le ministre, si tous ceux qui sont dans le milieu sont contre votre projet de loi, pourquoi vous continuez à aller de l'avant avec ça? » C'est ça, faire du travail de rigueur. Vous vouloir réduire le nombre de grèves sur le fond, ça, vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'on a dit. Il y a un modèle québécois qui fonctionne. C'est quand on se parle et on se dit, bon, bien là, on va trouver
des solutions aux problèmes qui existent, en se souvenant que 95 des négociations de travail ne résultent pas à un conflit de travail et qu'au Québec, quand il y a un conflit de travail, en moyenne, c'est moins de 4 jours. Souvenons-nous de ça. Maintenant, il y a peut-être des éléments sur lesquels on va travailler, mais on va le faire ensemble. On n'arrive pas avec un projet de loi qui semble sorti de nulle part et qui touche des éléments essentiels. C'est pas des petits... La notion de service essentiel, puis la notion de droit de grève, là, c'est le fruit d'une longue jurisprudence au Canada. Ottawa s'est donné la possibilité d'intervenir dans des conflits avec l'article 107 du Code du travail. C'était une sorte de réplique là, à l'arrêt Saskatchewan et tout ça qui peut-être créait un déséquilibre, non? En faisant du droit à la grève un droit fondamental découlant du droit d'association. Est-ce que c'était pas... Même le juge en chef, Wagner, dans sa dissidence dans Saskatchewan, il dit que ça va déséquilibrer. Et depuis, on voit le nombre de grèves là, se multiplier et de lock-out, non? Est-ce que... Écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ce déséquilibre-là qui a été installé et qui est dénoncé aussi par certains experts? Écoutez le ministre du Travail nous parler de ce qu'il pense du Code du travail canadien. Il dit que c'est un large pouvoir discrétionnaire que le ministre s'est donné. Puis moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Des critères plus serrés. Il n'y en a pas de critères. Les deux mécanismes qui sont prévus dans le projet de loi 89, c'est un des problèmes fondamentaux, commence par un pouvoir discrétionnaire du ministre de décider que lui, s'il estime qu'il va faire ceci, ça, c'est une marque de commerce de ce gouvernement, gouvernance par décret. On remplace un droit existant parce qu'on trouve que ça ne fait pas notre affaire, puis on y va avec un pouvoir discrétionnaire. Donc, le ministre s'est donné à peu près les mêmes pouvoirs qu'au fédéral, et c'est là le problème. Oui, allez-y. Juste terminer là-dessus, parce que c'est intéressant, là, mais c'est un gouvernement de manière constante qui s'intéresse aux communications. La CAQ s'intéresse à de quoi ça a l'air. Est-ce que ça va m'aider dans mon sondage? C'est ça le raisonnement. Et le danger... Ça n'arrive jamais. Bien, je regrette, là, mais un gouvernement du Parti québécois va démontrer du travail pas mal plus rigoureux puis pas mal plus sérieux que l'énergie, le 89, un paquet d'autres projets, ou le troisième lien, là, on continue à pelleter des millions là-dedans. Là. Ils sont étonnamment axés sur leur communication et non pas sur la politique publique. Et quand on bâcle l'élaboration d'une politique publique, comme vous venez de le souligner, du jour au lendemain, tu peux avoir une situation ingérable parce que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas écouté, tu n'as pas consulté. Et combien de projets de loi en ce moment sont complètement bâclés par la CAQ? Combien d'amendements qu'on pitch à la dernière seconde, comme pour Santé Québec, la session dernière? C'est régulier et ça a des conséquences. Quand les gens qui nous écoutent se demandent pourquoi ça ne va pas bien au Québec en ce moment, un des facteurs, c'est cette manière de gouverner, non pas en fonction de la meilleure politique publique puis une réflexion préalable, mais en fonction du prochain sujet puis du prochain wedge qui peut-être va t'aider dans les sondages. Justement, là-dessus, ce matin, le troisième lien, on voit qu'il y a un sondage là, qui sort que dans la région de Québec, c'est encore très populaire, 70 %. Vous, il n'y a pas de chance que ça vous fasse changer d'idée, c'est un sondage comme ça, un tel appui à un projet? Quelle belle introduction que Paul Saint-Pierre Plamondon vient de faire pour ce sujet-là, c'est une marotte électoraliste, c'est un sujet qui est utilisé à des fins électoralistes par la CAQ. On promet des choses avant les élections, puis là, on se dirige vers des élections générales en 2026. Soudainement, on revient avec le troisième lien et ça nous coûte très cher. Le troisième lien, ce n'est que ça, une marotte électoraliste. On l'utilise avant les élections. C'est pas préparé, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, pas de travail, pas rigoureux. Là, on pose des questions aux gens, mais attendez qu'il y a un projet. De quel projet parle-t-on? Combien ça coûte? Combien ça va coûter? Ça coûte 10, 20, 30 milliards de dollars. Combien d'écoles on ne rénovera pas à Québec, au Québec? Combien d'hôpitaux Maisonneuve-Rosemont on ne fera pas pour ça? Combien de routes à entretenir? Combien d'infrastructures à entretenir on ne fera pas parce qu'on va mettre de l'argent sur ce projet de loi qui n'est qu'une lubie électoraliste de la CAQ? Ce n'est que ça depuis le début. Comment vous expliquez un tel appui quand même à ce projet-là? Vous nous parlez des marottes, puis on connaît toute la saga qu'il y a eu autour de ce dossier-là. Comment vous expliquez qu'encore 70 % de la région de Québec, de la population de la région de Québec, appuie un projet hypothétique comme ça? Les communications, on communique et il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Écoutez, on fait des communications avec des belles photos là, dans lesquelles Québec est à l'envers, là, puis le château Frontenac n'est pas à la bonne place. On met des... Non, mais c'est vrai, là. Puis là, on dit on va creuser peut-être un tunnel là, ou peut-être qu'on va faire un pont là. On dit à tout le monde toutes sortes de choses. C'est de la communication électoraliste. Il n'y a pas encore de véritable projet.
si je peux me permettre, quand les gens vont réaliser combien ça coûte, là, C'est ça. puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la même somme, on aura une discussion. Puis ça me fera plaisir de considérer l'opinion publique, évidemment. Sur l'exemple Mais là, Oui, s'il vous plaît, sur les grands projets, parce que vous avez parlé d'immigration, mais il y a quand même eu des grands projets là, qui ont été évoqués dans cette rencontre hier. Le premier ministre, il y a toujours cette question de pipeline là, qui revient. Le premier ministre a dit il n'y a pas de projet, puis qu'est-ce que ça peut rapporter finalement? Mais est-ce que vous l'avez ressenti, là, cette pression des provinces de l'Ouest sur le Québec à se positionner clairement puis à essayer de se placer au Québec? Le Canada a toujours utilisé les crises pour abuser de ses pouvoirs et centraliser ce qui est supposé être une confédération. À l'origine, le Canada ne pouvait même pas prélever des impôts. Ils se sont servis des guerres comme prétexte. Aujourd'hui, ils prélèvent presque la moitié de nos impôts, puis ensuite, ils invitent chaque premier ministre des provinces, avec notre propre argent, là, à venir quémander puis à venir danser pour peut-être obtenir quelque chose. Ce qui se prépare en ce moment, c'est un autre empiètement sur notre démocratie. On ne pourra plus décider nous-mêmes parce que le fédéral va décider à notre place, un Parlement où est-ce qu'on a juste 20 des sièges. Notamment, j'ai hâte de voir le contenu de cette loi sur les projets d'utilité nationale et l'unité canadienne, parce que je crains que ça va servir à imposer des projets qui ne sont pas le reflet de la volonté du Parlement, de l'Assemblée nationale. Avez-vous l'impression que c'est conditionnel? On va payer votre ligne si vous faites passer le pipeline? Tout ça est possible, puis tout ça est anormal. Moi, je ne veux pas, pour l'avenir du Québec, des premiers ministres qui vont quémander à Mark Carney pour de l'argent qui est à nous, dans un contexte où, clairement, l'intention du fédéral, Carney l'a dit, c'est une seule économie. Ça veut dire que c'est lui, Mark Carney, qui discrétionnairement va déterminer si l'intérêt du Québec est retenu ou pas. Et on s'embarque dans un recul substantiel de nos droits et de notre démocratie. Et ça n'a... Tu sais, je veux dire, quel est le rapport avec Donald Trump? Ça aussi, il faut se poser la question. L'économie du Canada est chancelante, je vous l'ai dit, parce qu'on a fait des choix absolument injustifiables sur le plan migratoire. Et l'étude de l'OCDE, qui est rapportée dans tous les médias aujourd'hui, démontre qu'on est un cancre en croissance économique parce qu'on a fait venir... On a créé une crise, un choc démographique. Et les études sont très claires là-dessus. C'est de ça dont on devrait parler. Et non pas d'un Mark Carney qui semble vouloir aller plus loin dans l'empiètement et l'abus de pouvoir à l'échelle fédérale. Nadia Poirier, c'est-tu le PQ qui est allé la chercher? Je sais pas. Je sais pas, militante de Québec. Oui, je sais, mais évidemment, je sais qui. Mais je pense que ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire qu'elles étaient des adversaires. C'est elle-même? Oui, c'est ça. C'est elle-même. Elles étaient des adversaires. Je pense que Catherine Gentilcorps avait un bon lien, ou en tout cas, il y avait du respect entre les candidates lors de la partielle. Et, ça ne paraissait pas d'un débat, par exemple. Comme de fois qu'il y a quelque chose solide, là. Oui, mais il y a quelque chose qui... Probablement le fait qu'ils sont d'accord sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est qu'on est un parti indépendantiste qui essaie de créer la coalition la plus large possible pour former un pays. Et on... Tu sais, Jacques Parizeau, on vient de célébrer les 10 années de son décès. Que le dernier entrée laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. C'est juste ça, la doctrine. Est-ce que vous invitez toutes les solidaires qui se sentiraient un peu comme elle à venir au Parti québécois? Bien, un peu comme on disait pour les groupes de la société civile, on ne fait pas de clientélisme. On trouve les meilleures politiques publiques qu'on peut. On donne leur juste dans la mesure de nos capacités avec le plus de rigueur possible. Et chaque individu, qu'il soit à droite ou à gauche, s'il est d'accord avec l'essentiel, à savoir qu'on devrait décider par nous-mêmes puis exister à l'international, ils sont très bienvenus. Tout le monde est bienvenu. Je veux dire, c'est ça qu'on est. On est une coalition de gens qui n'ont peut-être pas la même opinion sur tout, mais qui s'entendent sur l'essentiel, le Québec. Ce qu'on appelait la convergence, jadis, c'est fini? Oh, pardon. On the meeting yesterday, do you feel that Premier Legault represented Quebec's interests properly when it comes to, large infrastructure projects? Do you feel that he put enough on the table? Well, it's all talks, right? So it's really difficult to assess what's the real value or the real outcome of such a meeting. What I'm saying this morning is that Canada's economy is in deep trouble for the past 10 years. So the very, very small figure here at 1.4% is the growth of Canada between 2015 and 2024. And why is that? Well, the OCDE says this morning in many newspapers and
complete study that the immigration policies of Canada create a shock whereby all our resources are used to try to adapt to that so many people coming into the territory, in which case there's no economic growth. And I'm very surprised that the Premier of Legault never asked for the full powers on immigration, because that should be the conversation, that the first topic. All those other projects, where might a oleoduc go? Would it go through Manitoba or through Quebec? Or, I mean, it's okay to have conversations like this between provinces, but it's not sufficient. It's kind of irresponsible if, as a premier, you don't raise the main topics and the main demands of Quebec, and you act as if everything's fine, nothing's happening. This morning we learned that there are 14,000 asylum seekers that came into the territory of Quebec in the first months from January to April. So that's way beyond what we can do in terms of housing and services. And we know it, but he's not talking about it anymore. He's not asking anything. He's talking about economic projects while not noting that the economy of Canada is hindered by policies that are purely ideological. But you have some concerns as well. My understanding is that you have some concerns as well when it comes to this federal bill to allow for some of these infrastructure projects to be built. What are your concerns when it comes to the potential impact of that on Quebec? Well, historically, Canada has always used, the federal government has always used crisis to gain power, even though it's unconstitutional. So it's supposed to be a confederation where Canada, the federal government, only deals with very specific points and leave provinces to decide on their own. And they use the wars, for instance, to start taking income tax and to gain revenues. So they're using Trump right now to prepare a bill that basically will say the government of Canada will now decide on which project is going through, whether the province is agreeing or not. It looks like a way to gain more power over provinces. We know that there's an abuse of power of the spending of the federal government in provinces' competencies, and it doesn't look good. So, yes, Trump is an important topic, and we should think about how we can adapt, but that should not be a reason or an excuse to furthermore abuse the Constitution of Canada that is already not respected. And just quickly, Monsieur Paradis, on Bill 69, for people who are listening from home, who have perhaps other concerns as the session wraps up, why should it matter to the common Quebecer that the CAQ might invoke closure on it? Well, it's the electricity rate every one of us is paying. It will change because although there's a lot of communication saying we will protect your rates, the government is making sure that it has all the tools within the project to do exactly the contrary. Because it's our economical and energetic future and environmental future which is at stake. And we were thrown a number of amendments at the last minute. They are completely changing the bill. This is very important what's happening, and everyone should be aware because it will have an impact on every single one of small and medium-sized businesses, industries, and citizens of Quebec.